suis ensuite posé la question, finalement, pourquoi les réseaux sociaux? Bien sûr, il y a un côté très technique, hein, c'est l'avènement d'Internet qui a en fait tissé sa toile mondiale et nationale. Donc, il y avait une possibilité technique de faire des réseaux sociaux numériques. Mais si on veut approfondir, on s'aperçoit qu'il y a d'autres causes qui sont surtout liées aux représentations publiques. Jusqu'à une période assez récente, il y avait des idéologies dominantes. D'un côté, le communisme, par exemple, de l'autre côté, le catholicisme, mais bien d'autres, bien entendu. Et ces idéologies ont disparu avec la chute du mur et d'autres phénomènes. Et ça a créé un vide. Et comme la nature a toujours horreur du vide, eh bien, il a fallu combler ce vide. Ensuite, il y a ce qu'on a souvent évoqué, la disparition des corps intermédiaires, la désaffection aussi du monde politique. Et là, on le voit, alors bon, est-ce qu'il faut se fier au dernier sondage actuel, mais les deux partis qui rythmaient notre vie politique avant, c'est-à-dire les Républicains, on va dire, et le Parti socialiste, eh bien, font des scores vraiment très, très modestes. Donc là aussi, cette désaffection pour le politique ou pour la politique, on crée un vide. Et puis, beaucoup de gens émettent l'idée qu'ils ne sont pas pris en considération, qu'ils ne sont pas pris en compte, cette souffrance des structures, en quelque sorte, de la société, et créent aussi le besoin de communiquer davantage. Alors ensuite, je relève qu'on est dans une société dite individualiste qui s'est atomisée. Je parlerai tout à l'heure de fragmentation sociale. Tout le monde est dans son coin, en quelque sorte, dans sa bulle même, on verra tout à l'heure. Il y a un côté atomisation et un côté aussi donc subjectivisme. On est passé de quelque chose qui était objectif au fait que chacun pense et que la pensée de chacun est très importante. Donc, pourquoi ne pas la proposer aux autres? Et donc, ça, c'est renforcé par un sentiment d'anonymat qui règne sur beaucoup de ces réseaux sociaux. Et ça aboutit à ce que Zygmunt Bauman a appelé la société liquide. Une société, donc, où on est dans une sorte de magma, personne ne se distingue, où tout se fond. Et ça implique une recherche nostalgique de sens et de lien. Enfin, d'un point de vue économique, on parle aujourd'hui d'économie expérientielle, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas consommer un bien, ce qui compte, c'est l'expérience que l'on retire de la consommation de ce bien. Et donc, on voit que ce côté expérience est lié à l'émotionnel. Et on sent qu'on est dans une société où les émotions sont de plus en plus dominantes par rapport à la raison. Et donc là, on voit aussi que sur les réseaux sociaux, c'est surtout de l'émotion qui est exprimée. Alors, ces réseaux étaient prometteurs, on va dire, au départ, ils sont toujours prometteurs d'ailleurs, puisque l'idée, c'était de créer du lien social, et on est en manque de lien social, comme je vous le disais à l'instant, de créer du partage, on est dans l'économie du partage aussi, de la coopération, et même, comme l'a montré James sur Wiki, de l'intelligence collective. Il y a eu une expérience qui a été faite là, où tout un groupe devait estimer le poids d'un ruminant et personne ne savait bien sûr combien il pesait et tout le monde a participé à la discussion, etc. Et finalement, on est arrivé au poids correct. Donc, comme le montre Wikipédia, l'idée, ça serait peut-être d'aboutir à une intelligence collective avec justement ces partages, ces échanges sur les réseaux sociaux en particulier. Et bien sûr, ceux qui ont lancé le net, etc., étaient dans une idée de gratuité, un partage de l'information, etc., gratuitement. Donc, c'est vrai que l'Internet et les réseaux, ça permet d'accéder à l'information, à la formation, aux apprentissages, à l'ouverture aux autres cultures.
C'est vraiment un grand creuset de partage. On peut avoir un compte et discuter avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Ce n'est pas interdit, au contraire. L'idée aussi, c'était de permettre l'expression des minorités, puisqu'on est dans un système majoritaire. En principe, les minorités sont un peu écrasées par cette majorité. Et donc, pourquoi pas permettre à chacun de s'exprimer. Les minorités peuvent devenir majoritaires. Bien, garder le contact aussi. On recherche ses anciens amis de classe sur Internet, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, retrouver des connaissances. Et puis, on signale aussi que ça permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Petits enfants, maintenant, offrent des tablettes à leurs grands-parents et comme ça, gardent un œil ou un contact avec leurs amis. Certains vont signaler aussi que les réseaux sociaux permettent de dénoncer des crimes, des inégalités et des corruptions. Autrement dit, quand on est témoin de choses qui ne vont pas autour de soi, on peut très bien chercher à les partager avec les autres et ça peut éventuellement aboutir à des solutions. Alors, on en reparlera un peu plus loin, mais certains aussi trouvent l'âme sœur ou de véritables amis. Les deux sont possibles. On peut trouver aussi un emploi et se faire connaître en tant qu'artiste. Des gens qui ont créé des tubes à partir des réseaux sociaux, hors des circuits habituels. Et je vais un peu vite. Les réseaux sociaux servent aussi de réseautage d'entreprises. Les entreprises, maintenant, peuvent facilement collaborer, partager, communiquer à travers les réseaux sociaux. Et je voulais terminer par petit Glenn Dunn, avec l'entraide actuelle pour la cause ukrainienne, où les gens témoignent sur leurs réseaux sociaux de ce qu'ils peuvent donner aux autres, même les combattants pourraient faire partie d'une brigade internationale, il y a des réseaux sociaux pour tout ça. Tout est en place. Alors, je voulais bien sûr parler du côté positif des réseaux sociaux, mais le titre nous invitait quand même à montrer que l'idéal des réseaux sociaux est loin d'être atteint, et parfois même on aboutit à des choses tout à fait différentes. Alors, ça n'enlève rien, les côtés positifs demeurent. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux à des fins, on va dire, utiles et heureuses et bienveillantes. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Déjà, l'objectif de gratuité qui était voulu par les fondateurs est loin d'être atteint aujourd'hui, puisque, comme l'a dit André tout à l'heure, les supports de publicité sont en train d'exploser sur les réseaux sociaux et compromettent même le financement des médias traditionnels, tirer leur financement justement de ces publicités. Mais c'est sans commune mesure. Et donc, en vrac, voici pourquoi ce titre, les réseaux sociaux sont toujours en cause. En premier lieu, je voulais parler des ingérences politiques étrangères. On est en période électorale et il y a des risques, comme il y a eu déjà des risques au niveau des élections américaines. Alors, américaines, mais aussi françaises, allemandes et australiennes. Ça a été relevé précisément dans ces cas-là, où on a parlé de trolls. Alors, les trolls, c'est des individus qui ont des objectifs malveillants et qui souhaitent introduire des polémiques. Et puis les bots, qui sont des robots, en fait, qui, associés à l'intelligence artificielle, manipulent les réseaux. Alors, on a souvent cité la Chine comme étant responsable de ces, la Russie même comme responsable de ces manipulations, de ces ingérences politiques. Mais ils ne sont pas les seuls. L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Inde, le Pakistan, le Vietnam et même les États-Unis participent de ces ingérences politiques. Mais c'est la diffusion des opérateurs et influenceurs qui donne de la résonance. Il s'agit de manipuler l'opinion publique. En fait, il y a eu un scandale en 2016 lors de la primaire américaine où Facebook a été mis en cause avec
célèbre Cambridge Analytica, qui avait récupéré justement des informations sur Facebook pour ensuite téléphoner à des individus ciblés pour essayer d'obtenir leur vote. Donc, dans ces cas-là, on voit que Twitter et Facebook sont amenés à fermer des comptes parce qu'ils correspondent en fait à des faux profils. Ces fameux bots dont je parlais, c'est des robots qui ont des comptes et qui participent à ces réseaux sociaux. Et donc, on a un peu poussé Twitter et Facebook à fermer les comptes. Et donc, en France, ils ont pris conscience du problème. Comme je vous disais, comme on est en période électorale, ils ont créé un service technique et opérationnel de protection du débat public contre les ingérences étrangères qui s'appelle Viginum. Mais en même temps, il y a aussi un campus numérique qui a été créé pour que toutes les entreprises soient un peu vigilantes quant à ces influences. Deuxième problème qu'on peut relever aussi, c'est l'usurpation d'identité. Alors en France, c'est assez fréquent puisque globalement, ça représente quand même 210 000 cas par an d'après le CREDOC. Donc là aussi, les réseaux sociaux n'échappent pas bien sûr à cela il est facile de créer des faux profils et si quelqu'un n'a pas de profil, lui faire un profil en fait que l'on gère. Il y a toujours une volonté bien sûr de nuire et d'essayer d'atteindre la réputation numérique ou l'intimité de la personne. Donc cela suppose bien sûr le recueil d'informations personnelles. Alors ça peut se faire par ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage. On peut très bien essayer de manipuler les gens pour qu'ils donnent l'information. Mais pas que, parce que en fait, quand on participe à un réseau, si on veut avoir des informations sur les autres, il faut qu'on donne des informations propres. Donc, automatiquement, c'est un échange, mais on ne s'aperçoit pas, bien sûr, que ces informations que l'on donne peuvent être récupérées par d'autres personnes qui sont plutôt malveillantes. Donc, là aussi, il y a des nouvelles techniques, notamment d'intelligence artificielle, qui conduisent à ce qu'on appelle des deepfakes ou de l'hypertrucage. Et récemment, on a vu Volodymyr Zelensky qui aurait fait une vidéo pour dire qu'il se rendait, qu'il abandonnait, alors qu'en fait, c'était bien son corps, c'était bien sa tête, c'était bien sa voix, mais ce n'était pas lui. Ouais. Donc, on voit que ça fonctionne. Et puis, ce n'est pas le seul cas, bien sûr. Donc, la protection juridique contre cela est assez faible, même si des lois commencent à apparaître et qui disent que le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou de plusieurs données de toute nature, permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram effacent les usurpations si elles sont signalées par la victime. Et il faut que la victime dénonce l'usurpation et en apporte la preuve. En principe, il faut mettre sa photo, faire sa carte d'identité, etc. Autre problème, c'est celui des rencontres sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il y avait des sites de rencontres, Meetup, Tinder, Adopt-A-Mec, Hinge, Okupi, mais ces sites de rencontres sont de plus en plus concurrencés par les réseaux sociaux. Autrement dit, on va se servir des réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un. Donc, c'est parfois dangereux parce que les profils ne sont pas toujours les bons. Comme on dit, il peut y avoir des personnes un peu âgées qui essayent d'approcher des jeunes filles, on va y revenir un peu plus loin. Et TikTok est considéré justement, vous l'avez dit, comme le royaume des prédateurs sexuels, car comme il y a des jeunes filles de 13 à 18 ans, eh bien, on va essayer de rentrer en contact avec elles, de leur demander quelques photos, etc. Et puis ensuite, bien sûr, on va essayer de passer en réseau privé, en relation privée, comme vous l'avez dit. Là, il y a plusieurs hashtags. Le hashtag Someone Date Me, c'est-à-dire quelqu'un veut-il me rencontrer, à tel point que Facebook veut créer même une nouvelle fonction qui est Facebook Dating. Mais finalement, comme c'est
aussi facile sur les autres réseaux, pourquoi ça ne marche pas? Ça n'a pas marché. Mais même sur LinkedIn, qui est théoriquement un réseau sérieux où on y va pour chercher un travail, et bien il suffit, quand on voit quelqu'un qui plaît, c'est la photo, de faire un petit commentaire, etc. Et puis voilà, et puis petit à petit, on rentre en contact avec la personne. Ensuite, on atteint le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement qui est souvent doublé d'un harcèlement physique. Il y a le harcèlement en ligne et il y a aussi le harcèlement physique. Donc, ça s'appelle aussi la cyberintimidation. Et ça se traduit, comme vous l'avez dit, par des humiliations, des intimidations, des menaces, des insultes, des moqueries, des rumeurs, du piratage de comptes, de l'usurpation d'identité et aussi du doxing. Alors, le doxing, c'est la diffusion de données personnelles d'autrui. C'est un peu ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Quelqu'un a mis en ligne les coordonnées, là où il a quitté, etc., etc., etc. C'est le cas aussi pour beaucoup de policiers, où on met en ligne où est-ce qu'ils habitent, ainsi de suite. Ça s'appelle du doxing. Du toilettage sexuel, alors on cherchait ce que ça voulait dire. Toilettage sexuel, c'est approcher quelqu'un, puis se faire petit à petit ami pour arriver à ou du sexting, c'est-à-dire des SMS coquins, qui sont donc portés à la connaissance de tout le monde. Et souvent, bien sûr, dans ces cas-là, on se cache derrière l'anonymat. Alors, ça concerne principalement les femmes et les jeunes. Il a frappé 62% des Français. Mais les minorités dont vous avez parlé, elles ne sont pas épargnées. Donc, il peut y avoir aussi du cyberharcèlement pour eux. Ce qui fait qu'on s'est aperçu aussi que pendant le confinement, bien, ça a augmenté les statistiques. Les gens s'ennuient, ils ne trouvent rien de mieux que le cyberharcèlement. Ça peut mener les victimes au suicide. Il y a une célèbre influenceuse, Mama Chou, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'est donné la mort, ou au moins à la dépression, ou aux difficultés scolaires. Et il y a aussi le cas de Mila, qui a été complètement déstructuré par ce qui lui est arrivé. Alors bien sûr, la cruauté existait bien avant la création des réseaux sociaux. Les enfants ont toujours été cruels dans les cours d'école. Et ça veut dire que les parents devraient être un peu plus responsables en essayant d'analyser le comportement de leurs enfants et de voir si quelque chose change dans leur comportement. Parce que ça peut être synonyme, disons, d'un cyberharcèlement. Les parents, dans ces cas-là, doivent suivre les principes de Rogers, le cas Rogers, c'est-à-dire écouter mais ne pas juger. Parce que si on juge, automatiquement, on ferme la porte, il n'y aura plus de communication possible. Mais bien sûr, les parents, les enfants cachant souvent beaucoup de choses à leurs parents, par exemple s'ils ont des relations sexuelles, etc., ils ont du mal à se confier aux parents pour expliquer ce qui leur arrive. Et donc, il y a heureusement une association qui s'appelle e-Enfance, qui aide les victimes et qui les accompagne dans tout un tas de démarches, et notamment pour essayer de rétablir le lien avec les parents.